Bonjour, on vous a préparé une présentation pour vous expliquer les modifications réglementaires qui ont été adoptées, projets de règlement qui ont été adoptés à la séance du 20 décembre qui vient de passer. Donc, les modifications réglementaires touchent deux grands sujets. Il y a des modifications réglementaires qu'on nomme omnibus. Donc, ça comprend toutes des modifications réglementaires demandées par des citoyens ou constatées lors d'analyses par les inspecteurs de la ville. Ils ont constaté qu'il y avait des ajustements réglementaires qui étaient requis. La deuxième grande catégorie de modifications réglementaires qui sont compris dans les règlements que je vais vous présenter sous peu, concerne les enjeux de développement. Ces enjeux de développement-là, cet été, vous savez, il y a eu une consultation publique qui a été faite. Et suite à cette consultation publique-là, pour identifier les enjeux de développement qui touchent Mont-Tremblant, il y a un rapport qui a été produit et suite à la réception de ce rapport-là, on a pris connaissance des enjeux, des questionnements, préoccupations des citoyens et on a tenté d'y trouver des réponses au travers de la réglementation. Donc, les modifications réglementaires que je vais vous présenter prochainement concernent les réponses à ces enjeux de développement-là. Ce n'est qu'une première étape parmi les autres étapes qui vont suivre et que je vais vous présenter à la fin de cette présentation. À l'heure de la séance du Conseil, en plus des modifications réglementaires des premiers projets qui ont été adoptés, on a adopté également des avis de motion. Les avis de motion, ils ont un effet, ils ont l'effet de gel qu'on appelle. Ce qui fait en sorte, dans un cas concret, c'est les citoyens qui ont un projet, qui nous soumettent, un promoteur qui a un projet qui veut nous soumettre à la ville, on va l'analyser en fonction de la réglementation présentement en vigueur, mais également en fonction de la réglementation dont les projets y ont été adoptés à la séance du 20 décembre. C'est ce qu'on appelle un effet de gel parce que l'inspecteur devra autant appliquer les normes présentement en vigueur que les futures normes qui s'en viennent et le projet ne devra pas contrevenir à un ou l'autre de ces normes-là. Donc, dans la séance du Conseil, on a adopté des projets de règlement, mais également des avis de motion avec effet de gel. Dans le processus de modification réglementaire, comme je vous disais, je vais vous présenter l'échéancier à la fin de cette présentation. Il y a plusieurs étapes à franchir dans un processus de modification réglementaire dans les règlements d'urbanisme. Donc, il y en a une principale qui va suivre l'adoption des projets de règlement, c'est les consultations. On veut permettre aux citoyens d'avoir l'occasion de poser des questions, de déposer leurs commentaires, des mémoires en lien avec les modifications réglementaires qu'on propose. Donc, dans le mois de janvier, il va y avoir des consultations, des séances d'information qui vont être faites pour que les gens aient l'opportunité de questionner, mais également, il va y avoir une consultation écrite qui va être possible à partir du 21 décembre. Comme je vous disais, à la fin de la présentation, je vous reviens avec plus de détails à ce niveau-là. Dernier élément que je voulais vous mentionner avant qu'on débute à la présentation des projets de règlement, c'est toutes les informations que je vous parle là présentement, mais également de façon générale, tous les documents et tout ça, vous pourrez les consulter sur le site Internet de la ville à ville-de-monttremblant.qc.ca/développement. Vous retrouverez la présentation, mais également des documents complémentaires là, pour expliquer toutes les modifications réglementaires qu'on est en train de faire. Donc, sans plus tarder, on procède immédiatement. Je vais vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir avec moi la présentation qu'on vous a préparée. Donc, je vais juste revenir à l'arrière pour que ce soit plus facile de cette façon-ci. Vous allez pouvoir voir l'ensemble de la présentation. Donc, comme je vous mentionnais, modification de la réglementation d'urbanisme. Première étape qu'on franchit, c'est l'adoption des projets de règlement. Les modifications réglementaires touchent 4 règlements. On touche au règlement sur le plan d'urbanisme, sur le règlement sur les permis et certificats, règlement zonage et le règlement sur le lotissement. Dans les modifications réglementaires que je vais vous présenter en haut, ici à droite, vous avez l'identification des règlements qui sont touchés par chacune des modifications réglementaires que je vais vous présenter. Donc, la première modification réglementaire que je vous présente, c'est le retrait d'une collectrice projetée au nord du lac Ouimet. Donc, vous avez le lac Ouimet ici, la montée Ryan qui se retrouve ici.
Donc, il y avait une collectrice qui était identifiée au plan d'urbanisme ici. Qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie, une collectrice? C'est que si jamais on reçoit une demande de lotissement, les gens ils doivent tenir compte qu'il y a une rue projetée dans ce secteur-là pour venir rejoindre le chemin du domaine Saint-Bernard, le chemin Saint-Bernard. Donc, on est venu dans la modification réglementaire présentement retirer cette collectrice-là qui ne se fera pas. Dans les autres modifications réglementaires, on est venu toucher au règlement sur les permis et certificats. Dans ce règlement-là, on est venu arrimer notre réglementation de permis et certificats au règlement de tarification. Le règlement de tarification venait dire qu'à partir du moment qu'on a des projets d'une valeur de plus de 1 million, la période de validité d'un permis est de 24 mois. Donc, on est venu arrimer cette information-là avec le règlement de permis et certificats. Autre modification réglementaire, cette fois-ci touchant le zonage. On est venu autoriser qu'une allée d'accès traverse un milieu humide fermé dans la zone V10-19. C'est où cette zone-là? C'est au sud du lac Masquinongé, près du chemin de la Muraille. Donc, c'est une disposition qui s'applique uniquement dans cette zone-là. On est venu également établir des normes pour les portes de garage qui mènent à un stationnement intérieur pour certaines habitations du H4 qu'on appelle donc tout ce qui est multifamilial et également pour tous les stationnements intérieurs commerciaux. Donc, on sait que la source de dérangement que ça pourrait apporter pour le voisinage, c'est le fait que la porte de garage s'ouvre et se ferme régulièrement. Donc, pour tout ce qui est porte de garage qui mène à un stationnement intérieur ou qui mène à un monte-charge pour véhicules, on a établi des normes pour encadrer ces portes de garage-là. On est venu également établir des normes pour les monte-charges véhicules en eux-mêmes. Donc, ces normes-là, c'est pour venir encadrer et diminuer la source de nuisance que ça pourrait générer. Et en plus, c'est accompagné d'une norme au niveau du bruit. Donc, c'est le 70 décibels maximum que le bruit pourrait être fait, perceptible à 3 mètres de ces portes de garage-là. On est venu également supprimer des dispositions particulières qui étaient applicables aux zones centre-ville qui visaient à gérer le nivellement des terrains et la mise en place d'un entrepôt servant d'hôtelier. Ces normes réglementaires-là n'ont plus leur raison d'être. Les normes générales qui s'appliquent sur le nivellement de terrain, la mise en place d'entrepôts, permet d'encadrer correctement là, toutes les situations qu'il pourrait y avoir dans le centre-ville. Donc, c'était une vieille norme là, qui restait dans la réglementation et on est venu tout simplement la supprimer. Autre modification réglementaire en lien avec le zonage. Pour la zone RA 422, on est venu établir une profondeur moyenne minimale de terrain à 60 mètres. La zone RA 422, c'est dans quel secteur? C'est la rue des Pignons, dans ce secteur-là, au sud de la route 117, près de la voie de service qui mène jusqu'à la rue Léonard. Donc, dans ce secteur-là, on n'avait aucune profondeur moyenne minimale de terrain qui était identifiée à la zone, donc on est venu d'en établir une à 60 mètres. C'était une coquille réglementaire finalement. Les autres modifications réglementaires qui suivent ici, ça concerne toutes des zones qui se retrouvent dans le versant soleil. Donc, dans le versant soleil, on avait certaines normes qui étaient applicables dans ce secteur-là et on est venu les ajuster. Dans les zones TO 802 et 804, on est venu interdire la construction d'une mezzanine pour les bâtiments de 7 étages ou plus. La réglementation venait interdire la construction des mezzanines pour tout bâtiment de 9 étages ou plus. Donc maintenant, on est venu diminuer ça à 7 étages. Pour la zone TO 804, la réglementation permet actuellement un seul bâtiment de 9 étages, mais on ne limitait pas la hauteur des autres bâtiments de cette zone-là. Donc, on vient ajouter une limite de hauteur pour les autres bâtiments à 7 étages. Dans les zones TO 802 et 855-3, on est venu modifier le nombre d'unités d'hébergement et la densité autorisée. En fait, on est venu tout simplement répartir différemment dans ces deux zones-là les unités d'hébergement et la densité autorisée sans avoir d'accroissement pour l'ensemble du secteur.
Pour la zone 805-2, on est venu réduire le nombre d'étages autorisés à 3 étages. La réglementation présentement en vigueur permet des bâtiments de 5 étages et on est venu les diminuer à 3 étages. Dans la zone 805-3, la réglementation venait dire qu'on devait avoir des bâtiments entre 2 et 4 étages, alors que là, la nouvelle réglementation vient dire qu'on limite à un seul étage et à un maximum de 3 étages les constructions dans cette zone-là. On est venu également, dans le règlement de zonage, revoir les définitions de différents termes. Je vais vous faire l'énumération de ces termes-là qui sont modifiés, mais on va rentrer dans ces détails-là. Ils sont tous en lien avec des modifications réglementaires qu'on va voir plus tard. Donc, je vais tout simplement vous faire une énumération de ceux-ci, mais sachez que c'est en lien avec les modifications réglementaires qu'on va voir là dans quelques instants. Donc, on vient modifier les définitions sur les allées d'accès principales et secondaires. Ça, c'est les allées d'accès qu'on retrouve dans les projets intégrés. On est venu définir également, revoir la définition d'un lot riverain, de maison mobile, d'une résidence de tourisme, d'une roulotte, d'un secteur riverain et d'un terrain riverain. On est venu également toucher à différentes définition qui est en lien avec les étages d'un bâtiment. Si on regarde l'image qu'on retrouve ici, on a un bâtiment qu'on peut dire que c'est un bâtiment qui a 2 niveaux, qui a 2 étages. Mais la réglementation présentement en vigueur venait dire que si jamais le bâtiment du premier niveau était même légèrement encavé dans le sol, à ce moment-là, ce niveau-là pouvait être considéré comme étant un sous-sol. Donc, c'est une définition qui se tient à partir du moment qu'on a des terrains en pente, mais quand on a des terrains qui sont plats, comme celui que je vous présente dans l'image ici, ça fait en sorte qu'un bâtiment comme celui-ci aurait été considéré comme étant un bâtiment d'un seul niveau, d'un seul étage, alors qu'on voit bien qu'il y a 2 niveaux en tant que tel. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est peu importe que le terrain soit en pente ou plat, on est venu se coller à la définition de la terminologie qu'on retrouve dans le Code national du bâtiment. Donc, ça fait en sorte, en conclusion, que quand on a un bâtiment ici, même s'il est légèrement enterré, le premier niveau, on considère ça ici comme étant un 2 niveaux. Donc, on est venu toucher au étage, niveau moyen du sol, premier étage, rez-de-chaussée et sous-sol. Modification réglementaire qu'on est venu toucher. Comme vous pouvez voir ici, on vient toucher au règlement de zonage et au règlement sur les permis et certificats. C'est on a reçu une demande d'un citoyen de pouvoir autoriser des poulaillers urbains dans les périmètres urbains. On a déjà des normes pour encadrer les poulaillers à l'extérieur des périmètres urbains, soit dans les zones les zones agricoles, évidemment, mais également dans les zones rurales. Là, ce qu'on vient autoriser, c'est dans les zones des périmètres urbains, de pouvoir avoir le droit au poulailler qu'on appelle un poulailler urbain. Pour ce faire, on est venu réglementer différents aspects de la réglementation et on est venu établir une superficie minimale de terrain pour avoir le droit d'installer un poulailler. On est venu établir la superficie d'un poulailler. On est venu dire quel était le maximum de poules qui pouvaient être autorisées dans ces poulaillers-là. On est venu exiger la présence d'un enclos pour éviter que les poules soient en liberté et circulent en dehors de la propriété de la personne qui souhaite avoir un poulailler. On est venu établir des marges avec les terrains des voisins. On est venu interdire la présence des coqs également. Donc, à titre d'exemple, la réglementation, ce qu'elle vient dire, c'est que pour le nombre maximum de poules qu'on peut avoir, c'est 2 pour un terrain qui a plus de 500 mètres carrés. Pour les terrains qui ont plus de 1500 mètres carrés, on peut avoir le droit jusqu'à un maximum de 5 poules sur la propriété. Ça concerne uniquement les propriétés pour les maisons unifamiliales isolées. On est venu établir également des normes sur la hauteur des bâtiments.
On réglemente à l'heure actuelle la hauteur des bâtiments par étage. Ce qu'on est venu ajouter, c'est la réglementation sur la hauteur en mètres maximum. Donc ça s'applique pour tout ce qui est bâtiment d'habitation et pour les résidences de tourisme. Donc, dans ces bâtiments-là, on vient dire, par exemple, qu'un bâtiment d'un seul niveau a une hauteur maximum de 6 mètres. Un bâtiment qui peut avoir jusqu'à 2 étages a une hauteur maximum de 10,5 mètres de hauteur. La hauteur, comment elle a été établie? Si on s'est dit, ça s'est basé évidemment sur la réglementation de d'autres municipalités qui a été consultée, mais également au travers d'un arbre mature. Donc, un arbre mature a plus ou moins 10 mètres de haut. L'idée, c'est qu'un bâtiment de 2 étages, donc du fait du toit, ne dépasse pas la cime des arbres. Donc, c'était la volonté avec cette disposition réglementaire-là. On est venu également établir la hauteur des bâtiments hors périmètre d'urbanisation. On est venu fixer la hauteur des bâtiments résidentiels et des résidences de touristes à un maximum de 2 étages et demi. Donc, 2 étages et demi, c'est comme le bâtiment ici, où est-ce qu'il y a le rez-de-chaussée et un niveau, plus une mezzanine à la hauteur. Donc, vous avez un bâtiment ici, maximum de 2 étages et demi, qui est autorisé à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Donc, ce sont des normes, 2 normes qu'on vient établir pour éviter d'avoir des bâtiments qui sont trop hauts. On est venu également contrôler la superficie des bâtiments, donc la superficie maximum d'un bâtiment. On s'est basé comme exemple, ici à l'hôtel de ville, on a le bâtiment ici de l'hôtel de ville. Si on fait abstraction de son aile ici, on a un bâtiment de plus ou moins 1000 mètres carrés. Donc, on est venu établir que la superficie maximum qui peut être établie pour un bâtiment résidentiel unifamilial a une superficie d'implantation maximale de 1000 mètres carrés. Usuellement, les normes au niveau de l'espace naturel, au niveau des normes de bâti terrain, viennent réglementer également indirectement la superficie maximum d'implantation qu'un bâtiment peut avoir. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines propriétés de très grande superficie faisant en sorte qu'ils étaient en mesure de construire des bâtiments d'assez bonne dimension, tout en respectant les normes sur l'espace naturel et le rapport bâti-terrain parce qu'il y avait des très grands terrains. Donc, avec cette norme-là, on vient diminuer la superficie des bâtiments qu'il peut y avoir. Cette superficie maximale-là également a pour effet un effet de protection de l'environnement. En effet, ce qu'on vient rechercher finalement, c'est de diminuer le déboisement effectué pour pouvoir permettre les constructions, mais également les possibilités de dynamitage, de venir limiter le dynamitage remblai des blés causés par la construction des bâtiments. Donc, c'est des mesures qui ont été prises en vue de protéger l'environnement. Autre norme qui a été établie, c'est les constructions contiguës. On est venu interdire ce type de structure à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Vous avez ici un exemple d'une série de bâtiments en contigu. Un des commentaires qu'on recevait des citoyens, c'était de dire qu'il y avait une volonté d'avoir une architecture plus Mont-Tremblant dans les structures et de diminuer la densité à ce moment-là. Donc, c'était une mesure qui a été prise pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Ça me permet également, depuis tout à l'heure, je vous parle l'extérieur, intérieur, périmètre d'urbanisation. Sur le site Internet, vous allez avoir des cartes qui vont vous montrer la délimitation des périmètres d'urbanisation de la ville et également l'identification des différentes zones pour pouvoir vous situer. Donc, autre modification réglementaire qui a été apportée, ça touche cette fois-ci le règlement de zonage, plan d'urbanisme, lotissement et le règlement sur les permis et certificats. Ça touche les projets intégrés. Les projets intégrés, à l'heure actuelle, sont autorisés pratiquement partout sur le territoire de Mont-Tremblant. Ce qu'on vient faire avec la présente modification réglementaire, c'est de complètement les interdire à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Donc, les seuls endroits où est-ce que ça va être autorisé dorénavant, c'est à l'intérieur des périmètres et là où est-ce qu'il y a un plan d'aménagement d'ensemble qui existe.
Des dispositions sont prévues pour les projets intégrés et plans d'aménagement qui ont été acceptés avant le 20 décembre 2021. Pourquoi on est venu intégrer cette disposition-là? C'est les projets qui restent 2-3 maisons à effectuer, une petite section du projet à réaliser. C'était leur permettre de finaliser leur projet intégré selon les normes qui se retrouvent déjà à l'intérieur de la réglementation. Pour tous les nouveaux projets intégrés, on vient mentionner que les allées d'accès principales doivent respecter les normes applicables aux rues. Donc, actuellement, les allées d'accès qui sont aménagées ont des normes moins sévères, si on veut. Et donc, ce qu'on vient dire, c'est que tout ce qui est allées d'accès principales doivent respecter dorénavant les normes de construction d'une rue. C'est ici un excellent exemple de ce que je vous disais en lien avec les modifications des définitions. On vient préciser que les allées d'accès principales et secondaires, on vient les définir. Un allée d'accès principal, c'est qu'est-ce qui dessert plus qu'un bâtiment, alors qu'un allée d'accès secondaire dessert qu'un seul bâtiment. Au niveau des projets intégrés, c'est adopter ces projets-là en fonction d'une résolution. On vient mentionner que la résolution d'acceptation a une période de validité maintenant maximale de 18 mois, ce qui signifie qu'un projet intégré qui a été adopté avant le 20 décembre 2021 a uniquement une période de 18 mois pour être capable de cadastrer ces terrains afin de leur permettre de réaliser leur projet. Après ça, il va falloir qu'ils réadoptent un nouvel, qu'ils resoumettent leur projet pour qu'on puisse de nouveau accepter leur projet intégré en fonction de la nouvelle réglementation applicable. Autre modification réglementaire concerne les résidences de tourisme. Vous avez l'exemple ici de deux périmètres d'urbanisation, celui du centre-ville et celui du village. Le village situé à proximité du lac Mercier, centre-ville à proximité de la 117 et de la rue de Saint-Jovite. Donc, dans ces deux périmètres d'urbanisation, on va venir interdire dorénavant la résidence de tourisme. Ce n'était pas autorisé partout dans ces périmètres d'urbanisation-là, mais dans un certain nombre de zones dans ces secteurs, et on vient maintenant les interdire. Autre norme qu'on est venu établir, ça concerne le règlement de zonage et le règlement sur les permis et certificats. C'est encadrer toutes les constructions sur les terrains en pente. Donc, terrain en pente, on vient mentionner qu'on vient interdire les bâtiments principaux et secondaires dans je dis secondaires, mais les bâtiments principaux et les bâtiments accessoires. Un bâtiment accessoire, un garage, une remise, par exemple, sont interdits dans des secteurs de pente forte. On a une carte que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive, mais ici, pour vous montrer les impacts au niveau de l'environnement, de la construction en pente. Donc, ça oblige un certain nombre d'artificialisation, un certain nombre de dynamitage également, comme on peut voir ici, qui a eu lieu pour être capable de construire des bâtiments. Donc, on vient dire de favoriser des endroits où est-ce que les pentes sont moins fortes pour effectuer ces constructions-là. Exemple concret, ici, sur un extrait de la matrice graphique, on a un chemin ici. Les taches saumon, c'est les taches où est-ce qu'il y a des pentes qui sont plus fortes. Ce qu'on vient dire, par exemple, sur le terrain ici qu'on vient délimiter, c'est qu'il sera possible de faire les constructions voulues près du chemin, mais où est-ce qu'il va falloir préserver le terrain à l'extérieur, donc dans les secteurs de couleur saumon. Encore une fois, cette carte-là, des pentes fortes, vous serez en mesure de la retrouver sur le site Internet de la Ville dans la section Développement. Autre modification réglementaire qu'on est venu apporter, c'est l'identification des zones tampons boisées. On souhaite avoir à l'extérieur des périmètres d'urbanisation des zones tampons boisées en bordure de tous les chemins situés à l'extérieur des périmètres. Vous avez l'identification en rouge ici de tous les périmètres d'urbanisation du territoire. Donc, c'est à l'extérieur de tout ça, on vient identifier qu'il faudrait aménager une zone tampon boisée. Quand est-ce que ça va être nécessaire? C'est lors de la construction d'une nouvelle maison. Dans le cas
l'agrandissement d'une maison également de plus de 15 mètres carrés et également dans le cadre de la construction d'un garage. Donc, c'est les circonstances où est-ce qu'il y aura une obligation de rétablir la zone tampon boisée en bordure des chemins. L'effet voulu, c'est un fait un petit peu comme celui-ci, où est-ce qu'on a un bâtiment, on a une zone tampon, une zone boisée en bordure du chemin qu'on retrouve ici, et c'est ça l'image qu'on a à partir de la rue à ce moment-ci, où est-ce que il y a de la végétation, donc des arbres pour venir camoufler les structures, les constructions. Autre modification qu'on est venu apporter, cette fois-ci dans le règlement de zonage et de lotissement. L'année dernière, on est venu introduire une nouvelle définition de ce que c'était un cours d'eau intermittent. Donc, c'est venu resserrer la réglementation par ces nouvelles définitions-là. Et là, on vient ajuster de nouveau la réglementation pour venir dire que tous les cours d'eau intermittents sont réglementés comme étant un cours d'eau permanent. Vous avez des exemples ici, pas des exemples, un exemple d'un cours d'eau intermittent. Un cours d'eau intermittent, c'est exactement le même cours d'eau sur les deux photos. Vous avez l'arbre ici qui se retrouve ici. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'à certaines périodes de l'année, ce cours d'eau-là, il ne coule pas, alors que d'autres périodes de l'année, on voit de l'eau dedans. Donc, c'est ces cours d'eau-là, ces emprises-là, si on veut, qui sont réglementées maintenant comme étant un cours d'eau permanent. On est venu également, dans le règlement de zonage, réglementer ou resserrer la norme, si on veut, sur la fenêtre de percée visuelle dans la végétation. Ce que ça veut dire, ça, exactement, c'est on a un exemple ici d'une propriété en bordure d'un lac. Donc, c'est des normes qui s'appliquent sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, où est-ce qu'on a le droit de créer une fenêtre, donc de couper, élaguer la végétation pour se créer une certaine vue sur le lac ou le cours d'eau. On a droit à une ouverture de 5 mètres. Ça, c'est la réglementation qui existe déjà et c'est la même réglementation qu'on retrouve au niveau provincial. Ce qu'on est venu préciser dans notre réglementation, c'est qu'on avait le droit à une seule fenêtre de 5 mètres par propriété de percée visuelle. Une autre modification réglementaire touche le règlement de zonage et le plan d'urbanisme. On est venu agrandir sur une largeur de 75 mètres le périmètre d'urbanisation à l'est de la rue Aymon. Donc, la rue Aymon, on la retrouve ici. Vous avez ici la rue Labelle et on est venu agrandir le périmètre d'urbanisation au nord de la rue Aymon à cet endroit-ci. Donc, vous avez la reproduction ici avec la profondeur ou la largeur maximum de 75 mètres. On a également retirer les usages de centre équestre et fermette dans la zone TV 716. La zone TV 716, c'est le grand carré ici qu'on retrouve. C'est en bordure du 6e rang. Donc, on est venu dire que dans cette grande zone-là, les centres équestres et les fermettes ne sont plus autorisés. On est venu concentrer ces usages-là dans la nouvelle zone qu'on est venu créer, c'est la TV 716-1, où est-ce qu'on vient autoriser le centre équestre et la fermette. On est venu introduire aussi des normes pour les bâtiments qui sont dérogatoires en fonction de cette nouvelle réglementation, mais protégés par droits acquis. Ces normes-là vont pouvoir venir autoriser l'entretien, la rénovation et la reconstruction d'un bâtiment et le changement d'usage à l'intérieur d'un bâtiment qui sont dérogatoires mais protégés par droits acquis en fonction des nouvelles normes qu'on a intégrées dans la réglementation. Ces nouvelles normes touchent la hauteur en nombre d'étages, la hauteur en mètres, la superficie d'implantation au sol, la structure contiguë qu'on venait de parler tantôt, et également l'implantation sur une section de terrain qui est en pente, donc des pentes fortes qui est identifiée à la réglementation. Donc, ces normes-là, si on a un bâtiment qui est existant à l'heure actuelle, qui est dérogatoire en fonction de ces nouvelles normes-là, mais protégé par droits acquis, ces citoyens-là, si jamais ils ont un incendie, par exemple, et qu'il y a une destruction de ce bâtiment-là, partielle ou totale, il va être en mesure de l'entretenir, de la rénover et de reconstruire ce bâtiment-là, mais ne pourra jamais faire un agrandissement du bâtiment
en fonction des normes qui sont déjà existantes. Par exemple, hauteur hors mètre, on vient dire qu'on a droit à un bâtiment de 10 mètres de haut, par exemple. Bien, à ce moment-là, le bâtiment qui a plus que 10 mètres de haut pourra être entretenu, rénové, reconstruit pour avoir un changement d'usage à l'intérieur du bâtiment, mais l'agrandissement qui s'effectuerait devra se faire en fonction de la réglementation qui est présentement proposée. Ça conclut l'ensemble des modifications réglementaires qui est inclus dans les 4 projets de règlement qui ont été adoptés à la séance du mois de décembre. Comme je vous mentionnais en tout début, voici l'échéancier de processus d'adoption et d'entrée en vigueur de ces règlements-là. Donc, à la séance du 20 décembre, on a adopté les projets de règlement. À compter du 21 décembre et ce jusqu'au 19 janvier, il y a la possibilité de recevoir des questions, commentaires, mémoires écrits en fonction des modifications réglementaires qui sont présentement proposées. On propose également des séances d'information et de consultation pour les dates suivantes, le 11 janvier, 15 janvier, 19 janvier également, soit par un lien Zoom ou soit en présence. C'est sûr qu'en présence, avec les nouvelles normes sanitaires, il pourrait y avoir des ajustements à ce niveau-là. Donc, soyez à l'affût des avis publics qui vont paraître sur le site Internet. Suite à ces consultations-là qui vont avoir lieu dans le mois de janvier, les propositions, les questionnements, les mémoires vont être soumis au Conseil qui va en prendre connaissance et qui pourra adapter les projets de règlement qui ont été déposés. Et à ce moment-là, on adopte des seconds projets de règlement à la séance du Conseil du 14 février. Suivra cette adoption de second projet la procédure d'approbation référendaire. Il va y avoir un avis public qui va inviter les citoyens à pouvoir déposer une demande d'approbation référendaire. Donc, à l'intérieur de ça, vous aurez l'occasion, encore une fois, de vous présenter, de vous prononcer au travers d'un référendum sur les modifications réglementaires qui sont soumises. S'il n'y a aucune demande d'approbation référendaire, à ce moment-là, à la séance du 14 mars 2022, il va y avoir l'adoption des règlements et une entrée en vigueur dans le mois de mars qui va suivre. Comme je vous mentionnais d'entrée de jeu, la modification réglementaire c'est une première étape qu'on franchit là à l'heure actuelle avec une première série de modifications réglementaires. Ce n'est pas tous les enjeux de développement qui ont été répondus avec cette modification-là, avec ces projets de règlement-là. Ça va suivre dans une prochaine modification réglementaire qui va s'effectuer. En fait, ce qu'on prévoit, c'est d'adopter différentes modifications réglementaires au travers de la prochaine année qui s'en vient. Suivra celle-ci une révision de l'ensemble de la réglementation, mais également du plan d'urbanisme de la ville. On prévoit travailler là-dessus dans le mois de l'automne 2022 en début d'année 2023 pour une entrée en vigueur à quelque part en 2024. Le processus de modification réglementaire, comme vous pouvez voir, s'échelonne sur une plus grande période de temps. On voulait être en mesure de déjà répondre à certaines préoccupations de nos citoyens au travers de la modification réglementaire. Donc, c'est pourquoi qu'en attendant de procéder à cette révision, cette refonte complète, on va procéder à différentes modifications réglementaires. On reporte également la période d'adoption ou de travail sur cette révision du plan d'urbanisme et de l'ensemble de la réglementation pour être capable de l'arrimer avec la révision du schéma d'aménagement de la MRC qui est présentement en cours. Donc, voilà les différentes étapes, les échéanciers de qu'est-ce qui s'en vient à l'heure actuelle. Je vous parlais tantôt d'approbation référendaire. On vient identifier, il va y avoir un avis public qui va paraître en ce sens-là, mais on vient identifier les articles sur lesquels il va y avoir une possibilité d'approbation référendaire. Les seules approbations concernent le règlement de zonage. La loi, c'est les seuls éléments qui pourraient avoir une approbation référendaire. Donc, on vient vous identifier les articles. Vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher à les noter.
ils se retrouveront dans l'avis public de la consultation publique qui va paraître dans le journal du 29 décembre, mais également ils vont paraître dans l'avis public qui va demander aux gens s'ils veulent déposer une demande d'approbation référendaire. Lors de la consultation publique, je vais vous revenir avec plus d'informations sur comment que ça fonctionne, tout ça. Donc, ceci termine la présentation de les modifications réglementaires. Je vous remercie et n'hésitez pas à nous faire parvenir toutes questions, commentaires ou mémoires en fonction de ces réglementations-là. Lien que vous allez pouvoir retrouver, comment faire, nous transmettre ces informations-là. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur le site Internet de la Ville dans la section Développement. Aussi, à savoir qu'au service de l'urbanisme, nous sommes là pendant tout le mois de janvier pour être capable de répondre à toutes les questions et recevoir tout commentaire ou mémoire en lien avec ces modifications réglementaires. Je vous remercie et passez une bonne soirée.